Denis Leblanc, triple rebonjour, hein, parce que c'est notre troisième épisode. Comment ça va, mon cher Denis? Ça va super bien, Michel. Toi aussi? Bon, je me suis permis une petite touche personnelle là, en parlant de la courbe de Jelinek C'est, avec la descente aux enfers. mais Donc, c'est exactement ça, en fait. Je trouve ça, c'est parfait que tu aies écrit ça, c'est bien correct. C'est exactement ça. C'est une descente graduel. abrupte, graduelle, mais abrupte. Ouais, ouais. Je tiens à souligner que la photo que j'ai avec mes lunettes teintées, là, c'est pas dans le temps que j'étais un caïd de la drogue. C'était une photo quand j'étais à Percé au soleil. Ben, C'est parmi ton profil Facebook, j'ai tenté de trouver la plus belle qui te Ah représente. ben, tant mieux si tu aimes celle-là. On va y aller quand même avec Ben, la chronique. quand tu mentionnes justement là, une descente abrupte, ça veut dire que de retourner pour la grimper, c'est pas mal plus difficile. Puis Ben, on va regarder ça, puis en fait, c'est que dans la courbe de Jelinek, c'est comme une descente. J'essaie de faire ça comme ça. Une descente et une remontée. Jelinek, c'est le gars qui a inventé la descente. Je me rappelle plus le nom de celui qui a inventé la remontée. Je l'ai peut-être écrit, mais j'ai tout à fait oublié en ce moment. OK, Attends un peu. OK, tu me dis que Jelinek, c'est lui qui a fait la descente, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait la remontée. Oui, Jelinek, lui a fait une étude sur, je pense que c'était 3000 alcooliques dans ce temps-là. Là. Ça, c'était dans les années 50. Il y avait quand même... puis ça a tellement pas changé, tous les principes, qu'ils ont décidé de garder ça. Parce que ça a continué ça continue tout le temps à être ça. Fait qu'ils ont gardé ça, puis la remontée. Ça fait que des fois, on peut être un petit peu moins en accord, mais ça reste que ça passe par là. Il y a 5 phases de nommer ici. On a en fait, en premier, on a des consommations, quand ça va bien, là, pour la majorité des gens, des consommations occasionnelles, qui en fait, c'est que sort le vendredi soir, le jeudi, ou un soir par semaine avec des amis, prend 2, 3, 4 bières. Ça va bien et c'est pas quelque chose d'inquiétant. OK. Quand la phase préalcoolique, là, il commence à se passer quelque chose un peu plus différent. Je vais essayer de suivre mon plan. Bon, c'est ça comme ça. La phase, parce que je regardais encore je sais pas si on a la courbe comme telle. Non, j'ai pas la courbe parce que j'avais beaucoup de difficultés à la mettre à l'écran. Elle était pratiquement pas lisible. C'est pour ça que j'ai préféré te présenter les différentes phases, dont la phase préalcoolique. Puis j'ai extrapolé une information qui apparaît dans le bas, de l'apparition d'amnésie alcoolique, que je vais te demander de nous expliquer peut-être un petit peu plus bon, OK. On commence, en fait, la phase préalcoolique, c'est que ça commence à être un début de consommation ininterrompu. C'est-à-dire que ça va être pas mal 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que c'est 24 heures sur 24 ou du matin au soir, mais la phase préalcoolique, ça va être pas mal à tous les jours. Il y a l'individu découvre que de boire, ça soulage l'effet, soulage quelques malaises, soit la gêne, soit une douleur au genou, soit une douleur, un peu comme ça. Fait que mettons, à tous les jours, tu arrives de travailler à tous les jours, tu dis, bon, moi, je vais prendre mes 2, 3 bières, ou, tu sais, je fais à manger, je prends ma bouteille de vin en préparant, la moitié en préparant, puis la moitié, bon. Fait que ça, c'est la phase préalcoolique. Qu'est-ce qui se passe dans la phase préalcoolique? C'est que la tolérance à l'alcool augmente. Parce qu'on comprend que l'alcool, si tu n'en as jamais pris, la première fois que tu prends un verre, t'es pas mal chaud. Si tu prends 2 onces de gin là, à 15 ans, c'est pas parce que t'es jeune, c'est surtout parce que t'en as jamais pris. Parce que même si tu as 30 ans, puis tu prends 2, 3 onces de gin, tu vas quand même être... Ah ouais? OK. Tu vas être chaud quand même. Fait que dans la phase préalcoolique, il y a un phénomène de tolérance. Donc, plus tu en bois, plus ton système est habitué, mieux il gère.
on augmente tranquillement les quantités d'alcool. Tu sais, ça peut aller jusqu'à 6, 7. J'aime pas ça parler de quantité parce que ça dépend de notre grandeur, notre grosseur pour les quantités de bière, mais quand tu bois tous les jours, souvent, on est souvent dans la phase préalcoolique. Il faut être très prudent. Pour ça qu'on dit avec le gouvernement, il disait 15 consommations pour les hommes, 3 par jour, puis jamais 2 jours de pause, puis jamais tout en même temps, tu sais. Pas dire, moi, ça se peut-tu à ce moment-là, Denis, que quand tu dis, je parlerai pas de quantité, mais quand même, au niveau de la quantité, quelqu'un qui va prendre 10 onces, il va trouver sa satisfaction, comme celui que ça va y en prendre 26 onces, qui va trouver la même satisfaction? Oui, mais en fait, avec l'alcool, c'est que pendant 1 an, si tu prends 10 onces, au bout d'1 an, ça va t'en prendre 15 pour avoir la même satisfaction. OK. C'est ça le phénomène de tolérance, parce que, tu sais, moi, j'ai des amis même qui a déjà dit « Hey, moi, je suis capable d'en prendre, je porte bien ça va bien, inquiète-toi pas. » Oui, mais ça, c'est pas parce que... Ça veut dire justement, OK, tu es capable d'en prendre, c'est parce que tu as un bon historique. Là, Exactement. Ça fait partie, la tolérance à l'alcool fait partie de la phase préalcoolique. Après ça, il y a l'apparition d'amnésie alcoolique. Tu sais, c'est quoi ça? Tu te lèves le matin puis tu fais semblant de rien, mais tu vas. Ça arrive moins en 2022, là, mais d'aller voir si ton char est bien parqué dans l'entrée. Tu t'en rappelles pas trop comment t'es revenu. Ou ben non, la fille qui est couchée dans ton lit, tu sais pas comment elle s'appelle. Parce que tu l'as rencontrée la veille, tu sais pas, t'es couché chez eux, t'es en bédaine. Voyons, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. C'est l'apparition, ça. L'apparition des amnésies, des pertes de mémoire. Puis on est encore dans la phase pré-alcoolique, puis il y a de ce genre d'apparition-là déjà. Là. Oui, ça peut être juste... Hey, ça ne rappelle pas, je t'avais dit de venir me chercher hier. Ah, j'ai oublié, excuse-moi, j'ai oublié. J'ai oublié aussi, j'ai mis mes clés. Je suis pas trop certain de ce qui s'est passé la veille. Ça fait partie des apparitions d'amnésie alcoolique. Après ça, on a un début d'attachement à l'alcool. Là, ça, on voit ça des fois, là. Part à la pêche, on est 2 dans le canot, on a amené une caisse de 24. Je te jure. Ouais. On va dire une caisse de 12, puis faisais la compter. Mais je te jure que je te laisserai pas en prendre 8, puis moi 4. Je vais compter. J'ai une espèce d'attachement. Je m'inquiète à mon alcool. Wow. Attends un peu, t'en as pris 5. Là, il m'en reste 2 à boire. Moi, j'ai bu lentement, mais je vais y prendre mes 6. Ou ben non, on commence à cacher les bouteilles un peu. Tu sais, même une petite bouteille. Je m'en mettre une dans la salle de bain. Tu sais, on reçoit de la visite. À ce soir, on va me mettre un petit 10 onces dans la salle de bain. Mais aux toilettes, on va me prendre une petite shot. Fait que ça va me permettre de boire lentement devant les autres. OK. Parce que l'autre, il trouve toujours que je bois trop vite, puis là, ça commence à me déranger. Fait que là, ça veut dire, Denis, qu'on se développe des stratégies, là. On développe des stratégies, mais on est attaché à notre médicament, qu'on dit. Tu sais, on appelle ça de l'automédication, on en a parlé un peu la semaine passée. Mais là, on est comme attaché à notre méditation. À notre médication, pas attaché à la méditation, ça va bien. Donc, c'est ça. Là, on essaie de faire ça sans que ça paraisse, mais on est attaché à notre alcool. D'accord. Puis, c'est là que l'augmentation de la dépendance à l'alcool prend forme. Dans cette phase-là. C'est là qu'on devient dépendant. On ne devient pas dépendant quand on est couché à terre à tous les soirs. On devient dépendant lentement parce qu'on pense qu'on contrôle tout ça. On s'en cache. On commence à aimer ça, ce mode de vie-là, d'avoir une petite bière en arrivant, d'avoir du fun. C'est là que la dépendance à l'alcool s'installe doucement. C'est un gros mot, là. C'est lourd, là, le terme dépendant à l'alcool, là. Ben oui, parce que quand tu es attaché à l'alcool, ben c'est parce que tu es un peu dépendant. Tu veux pas. C'est comme dire moi, le matin, ça me prend mon café. Là, on parle d'alcool, mais c'est parce qu'on parle de la coupe de Gélinet qui est surtout basée sur l'alcool, mais le café, la cigarette, sont du moi, ça me prend des cigarettes. Là, j'en manque jamais. J'en ai un paquet d'espères dans le char, j'en ai un au bureau, dans la pharmacie. Tu sais, je comprends. C'est moins, ça paraît moins mal, la cigarette, que
que l'alcool. Après ça, on tombe dans la phase prochronique. La phase prochronique. Des fois, là, on a une dépendance à l'alcool qui a pas mal parti. Décollé, pas parti, mais décollé. Ouais. Donc, des fois, on reçoit une mauvaise nouvelle. Ta femme te dit, hey, ma mère s'en vient à la maison en fin de semaine. Ah non, tabarnak, pas vrai. Ouais. Il faut que je me prenne un scotch. Comprends-tu? Là, il faut que je me prenne un scotch. Ben non, j'ai pogné une étiquette en m'en venant, étiquette de vitesse. Je te sens maudit. Je vais me prendre une bière parce que je suis trop en colère. Okay. Ça presse, là. On est allé marcher dehors. Hey, là, emmène-moi une bière. On a marché tout l'après-midi sur la rue Saint-Jean. Ça presse. Il y a des envies pressantes de consommer. Alors, remarque, avoir envie de prendre une bière vite quand tu as marché 3 heures sur la rue Saint-Jean, ça peut être correct aussi. C'est pas dramatique. Tu l'expliques, puis ça me fait penser à moi avec ma dépendance à la cigarette. Quand je disais, moi, on dit qu'il y a des mouches, je vais m'enlever une cigarette pour envoyer les mouches. Ben, ça peut être ça. Un besoin pressant ou un. Ouais. Puis, dans cette phase prochronique-là, on a l'apparition du sentiment de culpabilité. On a peur de se faire pogner à consommer trop. Pourquoi? C'est pour ça que, en fait, quand on a mal à quelque part, on prend l'alcool pour nous soulager. Ça marche. Puis là, il y a des gens qui nous critiquent. Mais là, il me semble que t'en prends beaucoup. Fait que là, il y a une espèce de culpabilité qui s'installe. Puis la culpabilité devient le malaise pour lequel on consomme. Puis on consomme pour soigner le malaise, puis le malaise devient de là. C'est pour ça que ça tourne un peu en rond. C'est ça que je partais pour te dire. Là. C'est comme... c'est pas évident, là. Bon, on en a parlé la semaine passée du cycle de la dépendance. T'sais. On prend une mauvaise décision, puis on embarque dans un tourbillon. Wow. Donc, l'apparition d'un sentiment de culpabilité. Tu consommes, mais tu te sens coupable. Parce que aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup on fréquente plus de monde qu'avant dans notre petit village, mettons. Là, on est plus ouvert un peu sur le monde au Québec, en tout cas, ou en Amérique du Nord. Okay. Donc, on a peur de se faire pogner. Donc, ça développe ce sentiment. Parce qu'on sait très bien que boire beaucoup, c'est moins, on appelle ça moins bien vu, mais moins bien vu, c'est parce qu'on sait que c'est moins bon pour la santé. Avant, les médecins, ils prescrivaient un verre de gin pour te relaxer. Ce temps-là, c'est terminé. Ouais. Il y a une incapacité à discuter du problème. Bon, tu dis, écoute, mon Gérard, je pense que tu bois trop. Hey, laisse-moi tranquille, je veux pas parler de ça, tu le sais. Tu sais, il veut... Non, on parlera pas de ça. T'étais où hier? Mais ça me fait attention, t'as pris ton chat. Hey, laisse-moi tranquille. J'ai toujours vécu de même, puis il m'est jamais rien arrivé. Je fais attention, puis tu le sais. Il veut pas discuter, il veut vraiment pas discuter du problème. Ça, c'est une autre phase, un signe qu'il veut pas. C'est comme, c'est tabou. Hein? Quand l'autre veut parler de ça, la chicane pogne, faut pas parler de ça. Okay. Ça, c'est un des signes qu'on est dans la phase prochronique. L'autre point, c'est l'augmentation des amnésies alcooliques. Les pertes de mémoire, ils grandissent. Il y en a plus longtemps. Là, on a perdu des grands bouts. Excuse-moi, hier, j'ai perdu un grand bout. Comment ça? J'avais acheté une 24 pour la semaine, il en reste 2. J'ai dit, tout bu. Ah, il en reste plus. Finalement, j'ai mis de l'eau dedans pour me faire accroire. Les pertes de mémoire sont plus grandes. On ne sait pas pourquoi, mettons, on est barré au bar. Tu arrives pour rentrer au bar, hey, t'as pas le droit de rentrer à soir. Hein, comment ça? Ben, t'as baissé tes culottes, t'as pissé sur le stage hier. Au baptême. Bon. Fait que là, les augmentations des pertes de mémoire deviennent plus grandes. Okay. Ensuite, encore une fois dans la phase prochronique, la diminution des facultés de cesser de boire lorsque les autres se contrôlent. Là. Je l'ai mis à l'écran, Denis, parce que celle-là, là, je t'avouerai que je la comprends plus ou moins bien. Là. Bon, mettons, on s'en va
dans un 5 à 7. On arrive tous à 5 heures. À 6 heures, on commande tous à manger. À 7 heures, on commence à faire des babayes. Tout le monde se lève pour s'en aller. Puis toi, tu sors à 2 heures du matin. OK. Tu voulais aller au 5... Tu sais, tu dis à ta femme, moi, je m'en vais au 5 à 7 voir les gars, mais tu rentres à 2 heures du matin. Ou à minuit, je sais pas, tu as décidé d'aller aux danseuses, tu es allé dans un autre bar, tu as perdu le contrôle, tu voulais pas y aller longtemps. Ton désir, c'était vraiment d'aller juste au 5 à 7, puis revenir chez vous parce que tu travailles le lendemain, puis tu le sais. Tu n'as plus la faculté de contrôler ça. Là. Ouais, tu perds la faculté de contrôler le timing de ta consommation. Hey, moi, je m'en vais, mettons, moi, je fais de la musique, je m'en vais au petit bar à côté, je vais aller passer une audition, je vais aller prendre une bière là pour qu'il me voie, pour devenir chum avec le boss, pour pouvoir jouer. Je m'en vais là, je prends une bière, finalement, il y a quelqu'un qui m'en paye une, je sors à 4 pattes. Le boss, ça se peut qu'il m'engage pas. Puis ça se peut que ma blonde, elle dise, tu trouves pas une job ou tu te trouves un appartement parce que tu t'en vas. Mais Denis, faculté, on dit diminution de la faculté. Moi, je trouve l'appellation puis le terme vraiment pesant. Là. Est-ce qu'on n'exagère pas en utilisant des qualificatifs comme ça? Ben, la faculté d'arrêter de boire, c'est d'être capable d'arrêter de boire, là. C'est pas. On parle d'une faculté. Écoute, il me semble que de perdre la faculté, là, t'es rendu. Ouais, mais en fait, Michel, c'est que tout le monde a la faculté de cesser de boire. Quand tu as un problème d'alcool, tu perds la faculté d'arrêter de boire. Ouais. Mais là, les mots, là, c'est pas si important que ça. Pour ça, je disais tantôt, faut se rappeler que cette charte-là a été écrite dans les années 50-60. Fait mais, comme tu dis, elle est encore très, très d'appoint. Oui, contre, oui, mais je veux dire, faut pas trop s'en faire. Faut pas voir la faculté de cesser de boire comme la faculté d'entendre, de parler ou de respirer. Ouais. Okay. Mais c'est comme la diminution de la capacité de cesser de boire. Si c'est mieux comme ça, on peut dire la capacité de cesser de boire. Mais c'est comme la même. OK. Merci pour mon niveau intellectuel d'avoir changé le mot. Je le comprends mieux. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Mais c'est souvent les affaires simples qu'on comprend pas. Je m'inquiète pas. Là, on tombe maintenant dans la phase critique. La phase critique, là, je voulais juste mettre une petite note avant d'aller plus loin. Ouais. Cette charte-là n'est pas pour diagnostiquer quelqu'un. Je me sers pas de cette charte-là pour savoir si tu es alcoolique ou non. Mais on peut se servir de cette charte-là pour s'auto-diagnostiquer et dire, oh, OK, moi, je suis rendu à peu près là. Ouais. Mais il y a personne qui dit que tu es obligé de descendre jusque dans les enfers où ce qu'on va se rencontrer tantôt j'appelle ça la phase terminale, mais c'est la phase chronique, si on veut. Ouais. On n'est pas obligé, on dit alcoolique chronique, là. On n'est pas obligé de se rendre dans la phase alcoolique chronique pour commencer à remonter. Là. On peut déjà commencer à choisir d'arrêter de boire. C'est bon que tu le mentionnes, Denis, parce que je comprends très bien. Je comprends très bien à peu près l'image que tu veux essayer de faire dégager pour pas que la personne dise, bon, moi, je suis à cette étape-là, je peux me permettre encore de descendre de 4 niveaux. Là. Tu sais, il y a ça aussi. On peut toujours prendre ça à l'envers comme on veut. Mais c'est ça, c'est qu'on peut choisir à tout moment le cheminement est différent pour tout le monde. Hein? Donc, à tout moment, tu peux décider de faire attention. Mais puis il y a un facteur de temps aussi. Tu sais, il y a des gens qui descendent dans la phase chronique, qui deviennent alcooliques chroniques dans 5 ans. Il y en a que ça va lui prendre 30 ans. Okay. Fait que moi, je peux pas dire... Il n'y a pas de période définie pour ça. Là. Il n'y a rien de marqué là-dessus. Là. C'est que, tu sais, on ne sait pas comment ça va aller. Là. Fait que des fois, ça va aller plus vite. Quelqu'un qui va lâcher sa job... puis qui a beaucoup, beaucoup d'argent, qui en manquera pas, ben il va se mettre à boire, rester chez eux, il va, tu sais, mais
Quelqu'un qui est obligé de travailler pour s'acheter sa boisson, ça va peut-être prendre plus de temps. Quelqu'un qui a une famille, ça va prendre plus de temps. Quelqu'un qui a des enfants ou qui est, tu sais, mais quelqu'un qui est laissé à l'abandon total, puis qui, je sais pas, moi, dans la prostitution, dans le trafic de stupéfiants, s'il consomme, tu comprends? La vitesse de descente, on la connaît pas. Mais OK, mais je voudrais quand même spécifier quelque chose. Puis encore là, tu me corrigeras, là, Denis, là, si le fait d'amener ce genre d'informations-là, parce que quelqu'un qui l'ignore comment ça se passe, là, qui voit pas ce qu'il y a en avant de lui, là, qui voit pas les dangers qu'il y a en avant de lui, d'arriver puis de discuter puis d'expliquer ce qu'on fait présentement, ça peut amener quelqu'un à dire, oh, là, oui, c'est pour ça que je dis que c'est une espèce d'auto-évaluation. En fait, je peux me regarder et dire, OK, oh oui, je me rappelle d'avoir passé par là. C'est vrai que je me cache de l'alcool. C'est vrai que je suis attaché à ma boisson. Puis, Esther, on a les mixologues, là. Fait que là, c'est comme, moi, je fais juste des mix, là. C'est ma job. Fait que ça peut être dangereux pour tout le monde. Puis, c'est un outil d'évaluation, mais pour soi-même. On peut pas dire à quelqu'un, bon, mais regarde, je te regarde, là, puis je pense que tu es dans la phase critique. Non, on peut pas dire ça. Donc, on continue avec la phase critique. L'attachement à la boisson qu'on parlait tantôt. Là, on l'entend se donner des prétextes pour boire. Un peu comme tu disais tantôt avec la cigarette et les maringouins. Okay. Des fois, dans cette phase critique-là, le gars, il organise des parties à toutes les semaines. Maudit qu'il est social, lui. Il est tellement fin. C'est toujours lui qui organise des parties. Quand il y a un moment difficile dans la vie, l'attachement à la boisson, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une bonne raison pour boire. Tu gagnes à l'auto, tu bois parce que tu as gagné, tu perds ta job, tu bois parce que tu l'as perdu. Ta femme, tu trouves une blonde, tu bois parce que tu es content, elle s'en va, tu bois parce que tu es malheureux. Tu achètes un char, tu bois parce que tu es content, tu fais un accident, tu bois parce que tu es malheureux. Puis à ça devient quasiment ton meilleur ami qui va te comprendre. Tu vas jouer au hockey, mais l'important, c'est de prendre une bière avec les gars avant, dans la chambre, pendant la demi, après, dans le bar, on fait ça. Tu sais, c'est comme toutes les raisons sont bonnes. Les prétextes pour boire sont là. C'est pas nécessairement la partie de hockey qui est intéressante, c'est l'occasion de. Ouais. Après ça, dans la phase critique, on a des comportements incontrôlés. On dit grandiloquent ou agressif. Tu sais, les gens qui tabarnak, puis ils s'en vont, puis ils ont beaucoup sont agressifs ou ils parlent fort. Puis tu sais, souvent, c'est des gens qui deviennent dérangeants. Le gars qu'on est capable de retracer dans un bar de 500 personnes parce que justement, c'est lui qui parle le plus fort, qui s'exprime, qui bouge le plus vite. Là. C'est ça. Lui, il se donne un peu en spectacle. OK. Si on essaie de l'arrêter, il devient agressif. On dit, hey, monsieur, calmez-vous. Ouais, je fais rien de mal, puis j'ai du fun, puis on a tous du fun. Je dérange personne, demande-leur, tu comprends? Ceux-là, il faut faire attention. Ils sont souvent dans la phase critique. Ils se rendent même pas compte qu'ils dérangent. OK. Mais ça, il y en a qui font ça à jeun aussi. Là, ça. Mais ça met un petit point d'interrogation à vérifier. Le sentiment de culpabilité et de honte, il devient persistant. Il y a toujours un petit quelque chose qu'il regrette. Il y a des remords. Il y a des remords. Je m'excuse. Non, mais il y a beaucoup de remords. Puis il a tendance à s'apitoyer sur lui-même. Tu sais que je suis pas capable d'arrêter de boire. Tu sais que je bois parce que j'ai mal au dos. Tu sais que c'est pas de ma faute, j'ai été élevé de même. Tu sais que mon père me battait quand moi je bois, c'est pas de ma faute. C'est comme ça, il commence à... Il y a quand même une forme d'admission, je présume. Oui. Oui, mais il le dit pas trop, tu sais, il dira pas dans ses mots, là, j'ai un problème d'alcool, ou il va tourner autour du pot, là, en même temps. Les efforts de contrôle ou d'abstinence échouent fréquemment. Là, il a décidé qu'il allait arrêter de boire du fort, il va boire juste de la bière. OK. Fini le fort. Je viens fou, ça. Je m'excuse, chérie, du fort, j'en prendrai plus. Je vais prendre juste de la bière.
Bon, de la bière, j'en prends plus. Ce homme va prendre juste du vin. Bon, ben là, je vais prendre juste du vin rosé. Tu comprends? Fait que là, il essaye toutes sortes de trucs. Je vais arrêter de boire pendant 28 jours. Je vais arrêter jusqu'à jeudi. J'en prendrai plus la semaine. Il y a toutes sortes, mais ça marche jamais. Fait que tous les efforts échouent tout le temps. Il réussit pas à arrêter. Je vais pousser la question un petit peu plus loin. Quand tu dis que ça fonctionne jamais, la personne, quand elle dit ça, là, elle sait-tu que ça fonctionnera pas normalement? Ou ben non, si elle a espoir que ça fonctionne, je sais pas. Là. Ben, c'est ça qu'on appelle des promesses d'alcoolique. Ouais. C'est que dans sa tête, ça va marcher. Okay. C'est pour ça qu'on est dans une phase critique et parfois, il y en a qui arrêtent rendu là, puis il y en a qui continuent. Okay. Là. Il y a des promesses de politiciens, mais il y a des promesses d'alcooliques aussi. Oui, c'est ça. Il essaye. Il aimerait bien ça que ça marche, mais peut-être qu'il se garde une réserve ou ben non, je veux pas que tu sais, quand ta femme te dit va te mettre dehors, t'arrêtes pas de boire, elle dit ouais, que t'as pas, chérie, je vais arrêter de boire. C'est le fort qui me rend fou pour boire de la bière. Ça, c'est une phrase quasiment, c'est quasiment une phrase connue, comme oui, je le veux à l'église. J'ai pas dit que ça faisait autant de dommages, là. Mais en tout cas. La majorité du monde, ils comprennent que quand le curé a demandé prenez-vous votre épouse pour la vie, moi j'avais compris pour la nuit. Donc, oui, c'est ça. Bon, là, on va changer de sujet. On va continuer plus sérieusement. Au cas que nos femmes écoutent en direct. OK? Après ça, il y a les tentatives, toujours dans la phase critique, on a la tentative de changer de milieu. Parce que moi, le gars, il dit, bon, mais là, eux autres, je me tiens plus qu'eux autres, c'est eux autres qui me font boire. OK, ouais. J'irai plus jouer au hockey parce que, là, tu sais, il essaie, mais ça marche pas, là. Ouais. Ou ben non, il va descendre sur l'autre côté, au lieu de dire, Roger, il boit pas assez. J'ai l'air d'un alcoolique que je suis, je vais aller boire avec Martin. Parce que Martin, il se torche en baptême. Okay. Fait que lui, il est toujours plus sous moi. C'est moi qui ai dit de moins boire, tu comprends? Fait que là, il change de milieu un peu. Il essaie, il fait des tentatives de changement. Souvent, quand il est plus jeune, le gars, il dit, va devenir barman. Il dirait plus que ça, là. Va devenir barman. Si je bois encore trop, va devenir chansonnier. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai été portier, barman et chansonnier. Fait que, t'as fait les trois, OK, tu sais quoi tu parles. OK, après ça, l'abandon progressif des centres d'intérêt. C'est que avant, on parlait tantôt il allait jouer au hockey. Il allait souper chez sa mère le dimanche. Il allait rencontrer ses chums pour jouer au poker chez un d'eux autres. Mais là, il aime mieux pas y aller puis rester à la maison pour boire un peu plus. Puis au lieu d'aller au hockey avec ses chums, ben, j'écoutais ton entrevue tantôt, au lieu d'aller jouer au hockey avec ses chums puis d'aller boire à la taverne après, ben, il disait, ça donne rien. Là, oui, moi, je vais là pour prendre une bière. Fait qu'il dit, j'irai même plus au hockey, mais rester chez nous. Il abandonne des activités qu'il aime pour mieux boire, pour plus boire chez eux. Avec des excuses, probablement, de dire que ça va me coûter moins cher. Là, je vais rester oui, ou ben non, Jean-Guy, il m'énerve, je ne vais plus. Tu sais? Okay. Des histoires comme ça. Okay. On dit les retraits de la vie amicale et sociale. Fait que c'est un peu en continuité avec ça. Il abandonne les activités, mais il se met en retrait de sa vie amicale et de sa vie sociale. Il voit moins sa famille, il voit moins ses amis. À cause qu'eux autres, ils parlent de son alcoolisme, ou, tu sais, il veut plus y entendre parler de ça. Il aime mieux rester tout seul. Il sait de toute façon qu'il est dans le tort, puis tu sais, il s'apitoie sur lui-même, on en a parlé tantôt. Il commence à avoir ça c'est intéressant, parce que là, on est toujours dans la phase critique. Il commence à avoir des soucis de travail et d'argent en relation avec son problème d'alcool. Parce que là, l'alcool, non seulement ça coûte cher, si t'en prends tous les jours, mettons, on boit juste de la bière, ça coûte, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté, mais j'imagine à peu près 30$, une 24 ou 40$, je ne sais pas. Il boit ça quasiment tous les jours, ça en prend pas mal, là.
Ouais, Puis là, quand tu bois une 24 par jour, tu peux pas aller travailler aussi efficacement. ouais. Fait que ça se peut que tu aies des problèmes à ta job, ça se peut que tu aies des problèmes d'argent, ça se peut que tu n'aies pas payé ton loyer, ça se peut que tu négliges ta nourriture, Ouais, qui est un des points suivants aussi, là. Il va y avoir des gros changements de priorité dans ta vie. Là. C'est ça. Il y a des, parfois, un autre point, c'est des ressentiments déraisonnables. Il en veut à quelqu'un, puis on ne sait pas pourquoi. Il se sent persécuté. Hey, on me semble qu'ils sont tout le temps sur mon dos. Chaque fois que je vais là, tout le monde est sur mon dos. Je pense que le gouvernement m'espionne par la prise de courant en bas du calorifère. Je sais pas, là. Des fois, moi, j'ai vu des gens qui entendaient la radio, puis ils jasaient avec la radio. Ils étaient sûrs que la radio, ils répondaient, là. La radio était fermée, là. Non, elle était ouverte, mais tu sais, il parlait pas à lui précisément, mais tu sais, c'était un petit peu mélangé, là. Oh, mais là, on est rendu dans schizophrénie, là, ou... Non, un gars chaud, c'est surprenant des fois. La nourriture négligée. Pour souper, il va manger un bol de céréales. Il veut souper, asseoir un bol de céréales. Pour dîner, il prend une toast avec un œuf. Il va manger presque rien. La bouffe, pour lui, c'est pas assez important. Fait que souvent, il va maigrir, il va avoir l'air magané. Il va avoir l'air il va négliger de rentrer du bois pour le chauffage. Il va négliger de faire du ménage. Il fera pas de pelletage l'hiver. Il va faire le moins d'activités possible dans sa vie quotidienne. Même l'hygiène personnelle, je présume. Là, il va... Même l'hygiène personnelle, évidemment, c'est trop long. Aller prendre une douche, c'est beaucoup trop long. Il faudrait que tu aies une bière avec une paille pour pas qu'il rentre d'eau dedans parce qu'on ne veut pas couper cette bière-là. Bon. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase critique-là, on commence à se rendre compte qu'on a des tremblements matinales. Le matin, tu te lèves, viens pour prendre ton café, puis ça se met à trembler. Là, tu m'inquiètes, là. Non, mais ça dépend. Ça dépend tout le temps. J'ai entendu ton âge tantôt pendant l'entrevue. Ça dépend tout le temps si c'est dû à la consommation ou si c'est dû à l'âge avancé aussi. Tu sais, si tu as 75-80 ans, on peut avoir des tremblements comme ça, qu'on est fatigué ou qu'on vient de se lever ou peu importe. Ouais. Si c'est dû à l'alcool, ça passe avec un verre d'alcool parce que le corps est en manque d'alcool. C'est pour ça qu'il y a un sevrage qui s'installe. C'est dans le sevrage que ça fait trembler. OK. Fait que si ça arrête de trembler, tu peux l'essayer, Michel, demain matin. Si ça se met à trembler, prends une shot de fort. Non, mais c'est parce que, regarde, Denis, je veux quand même qu'on fasse une émission sérieuse, mais c'est parce que tantôt, tu as parlé qu'il va souper avec une toast pain neuf, puis là, tu viens de dire il peut se lever avec des tremblements aux mains. Là, je dis, voyons, les deux derniers exemples, parce que si ça s'applique à moi, là, je commence. Je ne vois même pas. Non, mais c'est pour ça que je dis, non, mais ma mère a 85 ans, elle n'a jamais bu de sa vie, puis elle tremble le matin, puis elle soupe à peu près avec une toast pain neuf. C'est pas pareil, là. Ça, c'est sûr qu'avec l'âge, c'est normal qu'on mange beaucoup moins. Ouais. Mais, tu sais, si t'es quelqu'un qui était généralement en forme l'année passée, puis tu mangeais des steaks avec des patates, là, puis là, tout à coup, tu manges moins, mais il y a le médecin à aller voir aussi. C'est pas, faut pas tout mettre ça, mais c'est un des signes. Mais tu sais, on a fait 40 signes depuis tantôt, tu sais. C'est sûr qu'il y a plusieurs stades, puis il y a plusieurs. Une de ces affaires-là, faut pas trop s'inquiéter, mais quand tu as plusieurs de ces choses-là qui te suivent, ben là, faut un peu plus s'inquiéter. Ouais. Merci. Non, mais les tremblements matinales, il faut que ce soit en lien avec l'alcool. Si tu as viré une brosse la veille, puis là, tu sais, faut que ce soit en lien avec l'alcool. Si tu shakes à tous les matins, ben, est-ce que tu bois tous les soirs? C'est pas pareil, là. Faut vraiment que ça soit en lien avec l'alcool. Puis l'autre point, ça va peut-être répondre un peu, c'est maintenant, tantôt on avait parlé de tolérance à l'alcool, c'est-à-dire qu'on tolérait ça de mieux en mieux. Là, on parle d'une diminution de la tolérance.
Ah, ouais. Parce que dans la phase critique, ton foie, il est plus capable de gérer. Ça fait tellement longtemps que tu y en donnes que là, tu prends 2 verres puis tu es comme déjà chaud. Mon Dieu, à ce point-là. Ouais, en fait, puis t'es chaud puis tu le sais pas parce que j'ai juste pris 2 bières. Bon, des fois, on voit ça des gens qui, moi, j'ai travaillé là-dedans, mais j'ai des gens qui juste un verre de bière, il était déjà un peu mollasse, il avait un peu de misère à parler, il avait juste pris une bière ou 2, là. Mais c'est parce que le foie était vraiment plus capable de gérer ça. Ça allait direct dans le sang. C'était difficile, tu sais. Fait que dans la phase critique, il y a une diminution de l'alcool. Puis lui, il se sent pas chaud, mais il est chaud. Il est plus capable de parler. Son corps peut plus... il répond plus bien. Ouais. Il y a une détérioration. Tantôt, tu parlais de que ça paraissait, là. Détérioration physique visible. Fait qu'on on commence, on le regarde, puis on sait que lui, il a les 2 joues creuses, il est trop maigre, il est chétif, il a les yeux jaunes souvent, tu sais. On voit ça. On voit que son apparence extérieure est négligée, il se lave pas, ça arrive, ça. Ouais. Après ça, il y a l'apparition de l'ivresse prolongée. Ça, tantôt, je disais que dans une des phases, il peut boire toute la journée, mais pas 24 heures. Là, on est dans des ivresses de 24 à 36 heures en ligne. Il boit, il s'endort sur le divan. Quand il se réveille, il cherche la bouche, il continue. Chaque fois qu'il se réveille, il boit. Ces ivresses durent et perdurent dans la journée. Ah, c'est pour ça qu'on entend des fois le monde dire hey, j'en ai pris une, ça a duré 3 jours. Ouais, ben là, ça dépend tout le temps quelle substance ils ont ajouté avec. Mais généralement, ils pourront même pas le dire, ceux-là qui vont faire des ivresses des ivresses permanentes. Là, ils ont complètement sous, mais il y a vraiment plus de contrôle. Là. Ça, c'était. Ça, ça, c'était vraiment dans la phase critique. Là, on tombe maintenant dans la phase chronique. Là, c'est vraiment plus sévère. On parle en première, le premier point, c'est perte de critères de morale sociale. Le gars, d'habitude, c'est un homme honnête. Là, il va à la pharmacie, il va à l'épicerie, il paye. Et il se rend compte que la fille, elle s'est trompée, elle lui a donné 2,20$ au lieu d'un. D'habitude, c'est un gars honnête. Là, il est plié, il met dans sa poche, sans truc, puis il dit pas un mot. Elle a oublié de me charger ma bouteille de vin. Ah, tu sais, toutes ces belles qualités d'honnêteté qu'il y avait, là, c'est pas important. Ça commence à... Puis là, il emprunte de l'argent, puis il sait très bien qu'il ne la remettra pas, mais il emprunte quand même. OK. Écoute, j'en ai... C'est une destruction En tout cas, je vais te laisser continuer, là, mais là, je suis en train de voir l'apocalypse qui s'en vient. Ben, c'est ça, c'est une destruction morale et psychologique due à l'alcool. Des erreurs de jugement. Moi, j'ai entendu... c'est la dernière fois que j'avais entendu ça. J'ai entendu un individu, je vous dirai pas dans quelle ville ou dans quel secteur ou dans quelle province, mais il était vraiment un alcoolique fini. C'était pas au Québec, mais c'était comme la SAQ. Il a défoncé la fenêtre de la SAC, ou je fais très longtemps, ça devait s'appeler la commission des liqueurs. Mais il est rentré par la vitre, puis voulu ramasser plein de bouteilles, puis il s'est dit, attends un peu, là, faut que je prenne ceux que j'aime. En plus. Fait qu'il a commencé à les déboucher puis à y goûter. Ben oui, et ils l'ont trouvé endormi sous mort entre 2 rangées. C'est pathétique. Non, c'est pathétique, mais tu sais, parce que c'est le meilleur exemple, parce que dans la phase chronique, tu as des énormes erreurs de jugement. Puis je trouve que cet exemple-là, ça démontre vraiment à quel point tu peux faire des erreurs de jugement. Ouais. Il y a des gars qui vendent leurs autos à 3 heures du matin, ils échangent leurs autos contre une bouteille de fort, ou contre 100$.
sais, les gars qui sont sous, qui jouent au poker, peu importe, des erreurs de jugement vraiment grandes. Okay. Comme Régent Lamarque, là, que la personne peut jusqu'à aller voler sa mère. Là. Exactement, ben oui. Okay. Incapacité de prendre une décision importante. Mettons, choisir en 2 options. Pas capable. Ah non. Je suis pas capable. Je vais prendre n'importe quel. N'importe quel, on s'en fout. C'est trop difficile de prendre une décision, puis on va demander aux autres, bon, elle va décider, elle. Tu sais, le propriétaire, là, faut que tu payes ton loyer, il te manque 10 piastres. Au lieu de dire au propriétaire, excuse-moi, il me manque 10 piastres. Tu vas dire, bon, ben, je vais déménager. C'est une mauvaise décision. Tu le laisses lui. Tu déménages pas, t'attends, il va te mettre dehors, finalement. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Ensuite, on devient obsédé par l'alcool. Mais obsédé par l'alcool, c'est-à-dire qu'il se lève le matin, il cherche pour en trouver, pour en boire. Quand il en a bu, il cherche pour en trouver d'autres. Il veut pas en manquer jusqu'à temps qu'il s'endorme. Tu comprends-tu? Il est obsédé. Quand il en a pas, il pense rien qu'à ça. Il peut pas faire rien d'autre. Ensuite, est-ce qu'on se comprend bien quand on pense rien qu'à ça? C'est justement, je te laisse continuer parce que je voulais dire quelque chose, mais je trouvais que c'était pas le bon timing. Parce que là, comme je te dis, là, je vois l'apocalypse qui s'en vient. Oui, il en reste pas long, là. On est rendu, là, pas mal. Ensuite, il y a les craintes indéfinissables. T'as peur de quoi? Tu sais, Tony, il est couché en petite boule dans le coin, il est chaud, puis tu lui mets une main sur l'épaule, il sursaute, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, puis il tient sa bouteille, puis il a peur. Mais t'as peur de quoi? Je ne sais pas, j'ai peur d'eux autres. Tu sais, il a juste peur. Il est comme, il est plus là vraiment, là. Ouais. Et il boit presque tout le temps à ce moment-là. Dans ce temps-là, il a peur, puis c'est comme... Et à ce moment-là, tous ses amis, sa famille, il les a volés, il a emprunté de l'argent, sont plus capables de l'endurer, sont plus capables de suivre aucun de ses comportements, sont pas capables, c'est pas endurable. Fait que ça c'est dans cette phase-là. Dans la phase, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la chronique. Et ensuite, on s'attend, c'est la défaite totale reconnue. Là, il y a le sentiment d'avoir touché le fond, que là, il va mourir. Il est comme, il n'y a plus aucun... Tu peux pas aller plus bas que ça, là. Tu peux pas aller plus bas que ça. Si tu le tiens par la main, il va te suivre. Si tu le pousses, il va tomber. C'est vraiment difficile pour lui. Et la consommation continue d'être obsessionnelle pour lui. Mais c'est grâce à ce bas fond-là qui est prêt à écouter les conseils d'intervenants d'une maison de thérapie. Parce que j'ai déjà parlé, quand on arrête l'alcool, c'est le produit le plus dangereux dans toutes les autres substances, là, cocaïne, héroïne, nicotine, caféine, kétamine, n'importe lequel, parce que l'alcool, quand t'en as pris de façon régulière comme ça, tu peux en mourir lorsque t'arrêtes. Lorsque t'arrêtes. Ouais, tu peux pas arrêter simplement. Donc, il faut que tu ailles dans une maison de thérapie ou à l'hôpital pour avoir un suivi. Pour avoir un suivi pour essayer de remonter, parce que là, on va parler de l'autre remontée de la courbe, ce qui va aller beaucoup plus vite parce que on va, il y a pas, il y a des, je sais pas s'il y a des étapes, je me rappelle plus, mais on va voir assez rapidement que c'est normal que ça arrive, là. Il y a le désir sincère, vers la remontée du rétablissement, il y a le désir sincère de demander de l'aide. Là, sérieusement, là, il est à terre, il appuie, là, il dit que je vais mourir. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que il a tendance à oser demander de l'aide. Il accepte la démarche des soins. On peut lui apprendre que la toxicomanie ou l'alcoolisme, ça peut être enrayé. Il y en a qui ont des problèmes d'alcool qui réussissent à s'en sortir. Lui, là, il apprend ça, puis souvent, quand c'est la première fois, là, on dirait qu'il débarque de la planète Mars.
Des fois, tu lui dis ça, puis il fait comme, hein, c'est vrai? Il y en a qui ils ont déjà bu comme moi, puis ils ont réussi à arrêter. On dirait qu'ils ne savaient pas que ça existait. Fait que c'est souvent comme ça. L'identification de l'alcoolisme comme une maladie psychique et physique. Parce que son corps en a besoin, on sait, il est dépendant, il peut mourir s'il n'en a pas, mais son esprit pense rien qu'à ça tout le temps. Donc, c'est psychique et physique. Il va réussir à arrêter de prendre de l'alcool. Il va comprendre qu'il faut y aller 24 heures à la fois. Fait que ça, c'est le principe dans les alcooliques anonymes, d'arrêter 24 heures à la fois, puis en plus, tu endors 8 heures généralement. C'est qu'il en reste 16. Ça aide un peu à penser ça. Il accepte d'en parler avec d'autres alcooliques. Il se met à jaser avec quelqu'un qui a réussi à arrêter. Fait que ça, c'est un peu plus intéressant pour lui. Il apprend à faire un examen de conscience personnelle. Il apprend à regarder, bon, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de mal aujourd'hui? Comment s'est passée ma journée? Il apprend parce que le truc dans toutes ces affaires-là, c'est l'auto-observation. Il faut apprendre à s'observer soi-même. Pour ça, moi, je dis tout le temps, quand tu bois de l'alcool, là, puis tu veux slacker, marque combien de verres t'as pris. Ouais. Fait que là, tu vas dire, cette semaine, j'en prenais 4 à tous les soirs. La semaine suivante, tu dis, bon, ben, on va prendre 4 lundis, 3 mardis, 4 mercredis, 3 jeudis, mais là, tu vas le marquer. Fait que là, la semaine d'ensuite, tu peux baisser à 3, pour ça, 3, 2, juste pour être... Puis, en fait, c'est comme avoir un portrait de soi réel. Ouais. C'est à ça que ça sert, c'est qu'on prend des notes pour mieux se connaître, pour savoir quelle est la fréquence de ma consommation. Si tu veux économiser de l'argent, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est écris qu'est-ce que tu dépenses. Fait que pour l'alcool, pour l'alcool, c'est... Oui, mais sauf que tu utilises toujours le mot apprendre à. Donc ça ne peut pas se faire de sa propre connaissance. Ça prend une intervention de l'extérieur pour t'aider à cheminer là-dedans. Disons que il faudrait vraiment... On va peut-être finir par le découvrir, mais on va peut-être mourir avant de le découvrir. Ouais. Puis en plus, demander de l'aide de l'extérieur de quelqu'un qui connaît ça, on le fait déjà. Quand ton char est brisé, là, tu dis pas, ben, je vais le démonter jusqu'à temps que je réussisse à le faire marcher. Ouais. Je vais aller au garage, là, il en démonte 4 par jour. Ouais. Fait que tu vas au garage, il t'aide. Mais si je dis, bon, attends un peu, là. Là, j'ai tombé dans l'escalier, j'ai la patte croche de même. Ouais. Attends un peu, je vais essayer de cogner dessus avec un marteau pour la remettre droite. Je vais essayer de tirer dessus. Je vais essayer de recogner dessus comme j'ai tombé. Ben là, ça va être moins long si tu vas voir le médecin. Ouais. Il va t'aider à la remettre droite tout de suite. Il en fait 7 par semaine, lui, des jambes. Ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'on veut voir... Puis là, ben, dans l'alcoolisme, la toxicomanie, ben, il y a des gens comme moi, il y en a des plus qualifiés, mais qu'on a étudié là-dessus. Puis moi, j'ai étudié à l'université, puis j'ai aussi étudié 20 ans dans les bars. Je connais pas juste les mix, je connais aussi les effets. Donc, c'est un peu ça. Oui, aller demander de l'aide extérieure, c'est brillant. De demander de l'aide, c'est brillant. Les fourmis font ça, puis les oiseaux font ça. Quand on a besoin d'aide, on va à l'extérieur, puis on peut juste regarder sur Internet, c'est merveilleux. Tape alcoolique anonyme ou AA, puis Enter, puis ils vont te trouver des salles de réunion. Tu peux aller au CLSC, tu peux appeler Info Santé 811, puis dire, moi, je pense que je bois trop, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils vont te dire quoi faire. Ouais. Mais c'est bon. Pour l'alcool, on devrait essayer de slacker. Ouais. Tant qu'on n'a pas été voir un médecin, si tu bois une 24 par jour, là, ou une 12 par jour, ou une bouteille de vin par jour, arrête pas d'un coup sec, ça se peut que tu aies chaud. Mais vraiment chaud. Tu sais, ça se peut que tu aies chaud, puis tu peux même en mourir. Là. Tu peux décéder d'un sevrage d'alcool. Ah, oui. Bon, ben c'est pour ça que je trouve l'émission très intéressante, Denis, parce que elle nous amène à comprendre, comme tu disais au tout début de l'émission, elle nous amène à comprendre, à faire un autodiagnostic des fois de ceux-là qui pensent peut-être avoir un problème, puis de dire, ben, je me situe là,
Mais je répète encore, c'est pas parce qu'on se situe là que ça nous permet de dire, bon, il me reste encore... non, mais de toute façon, quand on lit un peu, là, c'est pas très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en dernier, là. C'est ça. C'est ça, parce que je me retenais de dire le feeling que j'ai présentement suite aux informations que tu nous dévoiles depuis le début de l'émission, là. Je me retenais de dire, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut, moi je dis, détester la vie autant que ça pour en arriver à se geler comme ça, là, tu sais. Ben ça, c'est ce que je vois là, quand tu dis que t'es la descente aux enfers, quand je vois là, une personne dans le bas fond, puis je peux mieux comprendre. Là, sauf qu'il faut jamais oublier que la capacité à réfléchir est toujours altérée en descendant. Hein. On sait moins, on a moins de jugement, de moins en moins de jugement. On dit, bah, c'est pas si grave, puis la vie est courte, on va mourir pareil. Tu sais, j'arrêterai plus tard. Pour l'instant, tu sais, j'ai pas de blonde, ou ben non, j'arrêterai, mais j'ai une blonde. Tu sais, il y a toujours plein de OK. Il y a plein de raisons. C'est plutôt la personne qui n'a pas ce problème de consommation-là qui va voir tous les dommages que la personne est en train de se faire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est dur d'arrêter en plein milieu. C'est dur d'arrêter en plein milieu. Ouais. Je vais faire un petit survol assez rapide quand même. Okay. Parce que, tu sais, on en fait toujours très long. Je veux pas que ça devienne plate. Ce qu'il y a, c'est qu'après avoir réussi à arrêter comme ça, on va avoir des meilleurs jugements, des idées plus claires. On va prendre conscience que d'aller rencontrer un médecin pour en parler, c'est une bonne chose. On va commencer à avoir de l'espoir, avoir de la lumière au bout du tunnel, commencer à penser que c'est bien. On va commencer à faire du meeting AA, du meeting, tu sais, des thérapies de groupe. On va commencer à parler des affaires parce que l'alcool, c'est un symptôme d'un mal-être. Il faut guérir, faut arrêter de consommer l'alcool, mais après ça, il faut essayer d'arranger qu'est-ce qu'il y a qui n'allait pas en dedans, qui nous a donné envie de se garocher dans l'alcool aussi. Okay. Prise de conscience d'un nouveau mode de vie, puis que c'est possible de vivre sans alcool. Parce que moi, je vis sans alcool depuis plusieurs années. Mes frères, plusieurs de mes frères aussi, j'ai plein d'amis qui n'ont jamais consommé, ou il y en a qui... Puis, la vie est belle, là. Fait que c'est possible de vivre sans alcool. On s'aperçoit que la reprise de l'alimentation redevient normale. Après ça, on a une meilleure estime de soi. Puis, on commence à avoir une meilleure vie. Puis, quand on commence à avoir une meilleure vie, c'est encourageant. Après ça, on commence à avoir des nuits de sommeil meilleures, avoir de la famille, des amis qui s'aperçoivent qu'on fait des efforts, fait qu'ils ont plus confiance en nous. Notre boss commence à savoir qu'on rentre tous les jours. Tu sais, on commence à connaître les valeurs de l'amitié, de l'amour. On commence à mieux contrôler ses émotions. On est moins fâché tout le temps. On a moins peur. Fait qu'il y a un paquet d'affaires comme ça qui... notre situation financière s'améliore. Quand on voit tous les bienfaits de la remontée de ce courbe-là, c'est là que ça nous dit, on n'est pas obligé d'aller complètement bas pour remonter. Fait qu'on a envie tout de suite d'avoir les bienfaits. OK. Puis les bienfaits ne sont pas nécessairement là, parce que quand on a fait le diagramme de Glinec, les bienfaits sont pas en ligne avec la remontée en tant que telle. Là. Non, ben non, c'est ça. Ça peut toujours repartir d'en bas, là. C'est ça. Ouais. OK. Je vais essayer de... je ne sais pas où est-ce que tu en es rendu. J'avais comme l'idée que tu t'en venais avec ta conclusion. Là. C'est en plein ça. Ouais. C'est moi qui a fait. Non, vas-y. Non, c'est bien, tu peux y aller. Non, mais je pense que le contenu global de la capsule numéro 3, même moi qui ne consomme pas, m'a appris à comprendre ce qu'est la consommation aussi en tant que telle. C'est pour ça que je répétais tout à l'heure, des fois de l'extérieur, on a tendance à penser qu'on voit ça correctement, mais en ayant des explications, tu comprends peut-être différemment aussi. Là. Je trouvais vraiment, Denis, que tu as amené
la courbe de Jelinek, on peut la trouver sur Internet, puis la lire, mais tu l'as expliqué, puis tu l'as vulgarisé en tant que tel. Je ne sais pas c'est quoi tu nous réserves pour la prochaine capsule, parce que moi, je me dis, c'est beau ce que tu as fait là, mais si, mettons, après un certain temps, là, je retouche à une bouteille, ça veut-tu dire que je peux me permettre de continuer à boire une fois de temps en temps aussi? La semaine prochaine, on va parler du triangle relationnel. Comment ça se passe? Parce que là, je dis que c'est les comportements aussi de l'alcool. Et on va parler du triangle de Chapman. Et l'autre, après, on va parler de la rechute. Fait que ça va être ça qui va clore nos 5 émissions. Puis qu'après ça, on s'en va en pause pour l'été. Bon, j'ai passé parfait comme ça. Puis je te souhaiterais pas un bon été tout de suite parce que je veux t'avoir pour les 2 prochaines semaines. Donc, on va être là sans faute, Michel, pour les 2 prochains dimanches. Merci, Denis. On se donne rendez-vous mardi, pas mardi, mais là, je commence à avoir de l'amnésie. Je commence à avoir de l'amnésie. Non, puis gardons ça sérieux. On se voit dimanche le 15, 19h, 19h30. Ça fait plein d'heures que tu vas revenir. Puis j'ai hâte qu'on se reprenne ça. Bonne fin de semaine pour ce qui en reste. Puis bon début de semaine, mon cher Denis. Merci et bonjour à tous. Bye bye. Très bien.